Franz Lambeau. Bonjour Alors, Anne-Sophie. Diane-Sophie. Diane-Sophie, pardon. Alors, nous sommes à la foire du livre et je vais peut-être un petit peu vous présenter. Alors, vous êtes un spécialiste de la bande dessinée belge. C'est ce qu'on dit, mais ce n'est pas vrai. Je suis un spécialiste de l'archéo-bande dessinée, de la très vieille bande dessinée. Mais pas depuis 1950. Après, je ne sais plus. Oui, Mais vous avez été journaliste d'entreprise à la Banque nationale de Belgique. C'est exact. Oui. Vous avez pris votre retraite en 1999 et c'est là que tout commence, on va dire. Oui, en effet, j'ai eu pendant 2 ou 3 ans, je n'ai rien fait. J'ai traîné mes slash, comme on dit en Bruxelles. Et puis, un ancien cadre de la Banque nationale est venu me trouver. Il faudrait absolument que tu viennes me donner un coup de main à la Bibliothèque royale. J'étais très heureux d'accepter, c'est parce que la Bibliothèque royale, c'était un monde pour moi. Et c'était le fait de pouvoir y pénétrer sans remplir un tas de fiches de petits papiers, c'est ça qui m'intéressait. Et alors, cette dame m'a introduit là-dedans pour le bouclier bleu. C'était un organisme non gouvernemental qui s'occupe de la protection des monuments classés. Il n'y avait pas grand-chose à faire au point de vue boulot là-dedans, mais alors j'ai rencontré un doctorant et avec celui-là, j'ai décidé de faire cela. Ah oui, oui, parce que en fait, votre publication ici, c'est le dictionnaire illustré de la bande dessinée, mais belge et sous l'occupation. C'est quand même assez particulier. Alors, il y a à peu près 330 entrées oui. À l'intérieur du dictionnaire. Et moi, je me suis posé la question en le regardant, mais d'où vous est venue cette idée de la bande dessinée, mais sous l'occupation? Eh bien, tout simplement, oui, c'est une longue histoire, mais je vais essayer de faire court. En fait, je suis le dernier né d'une famille de 5 enfants, dont tout le monde, dont le dernier né, ça veut dire des plus âgés. Et mes sœurs, qui sont toutes encore vivantes, ont acheté des bandes dessinées déjà avant la guerre et les stockaient aussi. Et évidemment, moi je suis entré là-dedans vers 43-44. J'ai trouvé, évidemment, j'ai appris à lire là-dedans, dans cette histoire-là, justement. Enfin, j'ai appris à lire quelques mots et puis je me suis débrouillé. Monsieur m'aidait aussi, bien entendu. Et alors, c'est ainsi que c'est arrivé quand j'ai découvert ça. Mais j'ai abandonné ce goût par la suite parce que ça m'intéressait moins. Mais j'ai retrouvé ça longtemps après, quand mes parents sont décédés. Et alors, évidemment, c'est le coup de foudre quand on retrouve ça. Voilà. C'est une vieille histoire que beaucoup de gens ont connue, vous savez. Ouais. Voilà. En tout cas, ce dictionnaire, il est passionnant. Merci. Il est vraiment passionnant. Et puis surtout, on se rend compte qu'il y avait énormément de publications à cette époque. Oui. Et vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi, justement, à cette époque, il y a autant de publications? Oui. Sur le fait qu'il y en ait autant, je peux difficilement m'avancer. Il y a bien une théorie là-dessus. Mais d'abord, il en existait beaucoup avant la guerre, déjà, avant l'occupation. Les Allemands ont fait le nettoyage là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème de papier, de disposition du papier. En liquidant de nombreuses revues et des journaux, etc., ils gardaient d'abord des choses qu'ils pouvaient contrôler plus facilement, ce qui est dans la logique d'un occupant. Et ensuite, ils en créaient eux-mêmes d'autres. Et ensuite, ils pouvaient, ils ont arrivé à une certaine saturation dans le domaine de la communication. Enfin, donc, les Allemands ont pris cette mesure-là. Mais la bande dessinée a échappé en grande partie à cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas. La théorie des Allemands était la suivante: ne touchez pas aux habitudes des gens, la mesure du possible. Ils ont laissé ainsi passer plusieurs journaux qui n'étaient peut-être pas dans la ligne, mais qu'ils ont supprimés tout doucement par la suite. Et ainsi, les journaux pour les bandes dessinées, il y en a eu pendant la guerre, mais à un certain moment, ils les ont tous arrêtés, tous. Y compris Spirou, y compris Petit Belge, y compris Aventures illustrées Bimbo. Ils n'ont laissé que Bravo, pour une raison que je vous expliquerai si j'ai le temps, mais et aussi encore des journaux qu'ils avaient fondés eux-mêmes, n'est-ce pas, pour les jeunes. Un peu ce qui s'est passé en France, mais d'une façon beaucoup plus réduite. Et donc, il y a tout de même eu une restriction. Parce que les Allemands n'étaient pas beaucoup pour la bande dessinée, ils n'aimaient pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils en ont souffert, les nazis, disons, ont pensé que
nos pères ont souffert de la critique de la part du Simplicius Simplicissimus et des autres journaux satiriques allemands qui étaient très répandus sous l'ère wilhelmienne. Et on doit supprimer ça. On va avoir tous le petit doigt sur la couture du pantalon et on va faire ça comme ça. Mais seulement, ils n'ont pas voulu toucher trop Ils ont fait ça en France, parce qu'ils avaient l'occasion de le faire, mais en Belgique, ils ne l'ont pas fait. À un moment donné, ils ont quand même coupé. 42, 43 sur les années césure. D'accord. Et est-ce qu'il n'y avait pas des messages cachés, en fait, dans toute cette bande dessinée? Il y en a eu, notamment, j'en ai trouvé dans Spirou. Dans Spirou, il n'y avait pas que des messages cachés, parce qu'ils ont eu un gros message qui était, lui, tout à fait en faveur de l'occupant. Mais bon, de ça, je ne parle pas. Non. Mais des messages cachés, il y en a eu. Et justement, les Allemands soupçonnaient le Spirou, parce qu'il y avait une chronique extraordinaire qui s'appelle la chronique du Furteur, qui communiquait énormément avec les jeunes de l'époque. Il y avait quand même une cinquantaine de milliers d'affiliés à ça. Hein. Ah, oui. Et donc à cette chronique, enfin, qui écrivait des tas de choses. Enfin. Et les Allemands se doutaient bien qu'il y avait quelque chose de la part du rédacteur en chef qui faisait glisser des messages pour la résistance. Ils n'ont jamais découvert cela, mais ils l'ont soupçonné, ça c'est certain. Et plus tard, après la guerre, on a découvert quels étaient ces messages. Voilà. Dites-moi, mais dans tout ça, les bibliothèques, est-ce que ça joue un rôle pour vous? Les bibliothèques, disons... Pour moi, personnellement, les bibliothèques de la guerre, je ne sais, j'étais trop jeune pour cela. Mais après la guerre, j'ai connu une bibliothèque dans l'institut où je faisais mes primaires, où je terminais mes primaires. Et j'avais trouvé un bouquin extraordinaire qui m'a fait rire et qui m'a amusé. Ça s'appelait Les aventures d'un élève de 3e. Et bon, j'ai lu ça avec passion à l'époque, enfin, j'avais 10 ans, 11 ans. Et alors, plus tard, j'ai perdu ce livre de vue. Et plus moyen de le retrouver, enfin, soit. Et en feuilletant des vieux machins, c'est pas si vieux, hein, ça s'est passé dans la décade précédente. Qu'est-ce que je trouve? Un journal avec les aventures d'un élève du 3e. Alors, je me suis rué là-dessus, je me suis installé près du feu, et avant, on va lire ça. Eh bien, c'était d'une nullité absolue. La déception. Oui, c'était terrible. Oui. Ça arrive souvent, ce genre de choses. Si vous lisez quelque chose quand vous êtes petit, quand on trouve ça. Et dites-moi, une bibliothèque idéale, elle serait comment? Une bibliothèque idéale serait composée, pour moi, de très peu de romans, ça c'est certain. Mais des contes, par exemple. Je le fais ça comme ça parce que c'est mon goût. Hein. Et beaucoup d'essais. Et sur quoi? Sur l'histoire. Et aussi... un peu de science, mais pas trop, parce que je ne suis pas un scientifique. Néanmoins, j'aime bien faire croire peut-être que je sais. Oui, c'est peut-être ça qui mais enfin, je ne sais pas. Et de fait, c'est ça que vous rencontrez dans votre bibliothèque, enfin, ce genre de choses. Mais en effet, on pourrait peut-être faire un effort si je lisais un peu de romans. J'en ai lu bien sûr beaucoup, mais dans le temps. Eh bien, ce serait peut-être plus enrichissant pour moi, pour mes enfants aussi, parce que mes enfants ne lisent pas. Ils lisent, oui, ils ont lu, mais là qui sont dehors du champ, je ne pense pas qu'ils lisent encore. Oui. Alors, je vais maintenant lire un petit extrait de l'introduction de votre dictionnaire, et puis on en reparle après, si vous le voulez bien. D'accord. Alors, les recueils de l'immortel Robinson, les hebdomadaires Bravo, le journal de Spirou, quelques autres et bien sûr Tintin, ont été les inoubliables compagnons d'une enfance résolument déclarée heureuse. Entrée en adolescence à la fin des années 40, je ne jetais plus qu'un œil distrait sur mes collections, jusqu'au jour où mes souvenirs se sont enflammés en retrouvant ces chères vieilles choses. Cette histoire est commune à des milliers de collectionneurs et de chercheurs trouvant leur Madeleine dans le jour avare de leur grenier. On l'aura compris, cet ouvrage ne procède pas d'une démarche à proprement parler scientifique. Retraité, j'ai développé à partir de mes souvenirs un regard sur la bande dessinée belge pendant la Seconde Guerre mondiale. D'une approche subjective, désordonnée, j'ai peu à peu évolué vers une compréhension raisonnée des faits que je livre ici. Comme ce travail n'avait pas encore été entrepris pour la période considérée, on peut espérer que ce défrichage permettra à la recherche de se poursuivre dans ce domaine.
C'est un appel du pied, ça, en fait. Ah oui, si vous voulez. Oui. Et en effet, par exemple, le préfacier s'est dit, ben oui, il faudrait continuer ce bouquin. Il l'a écrit dans sa préface quelque part. Mais bon, on le fait. Ah oui, donc les projets sont là. Oui, ils sont même en voie de réalisation. Mais pour quand ça, oui. Enfin, Dans le futur. oui, dans le futur, oui. Et il faudra résoudre certains problèmes comme les droits d'auteur, par exemple, c'est presque... Enfin, oui, C'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet. Bon, alors je vais bien rappeler le titre, Dictionnaire illustré de la bande dessinée belge sous l'occupation. C'est publié chez André Versailles Éditeur. Alors, un tout grand merci, Frans Lambeau. Et à une prochaine fois peut-être. Oui, certainement. Dans un an alors. D'accord, à dans un an alors. Au revoir. Au revoir.